monsieur, bonsoir et Ramadan Moubarak Saïd. Au menu de votre émission ce soir, opération Ramadan 1442 et aide publique au développement. En première partie, nous mettons en lumière les chiffres phares de l'opération Ramadan, une des plus importantes actions menées par la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Le lancement de la 22e édition a été donné par Sa Majesté le Roi Mohamed VI et nous discuterons également ce soir des actions de la Fondation qui s'inscrivent dans la continuité et ce sous plusieurs aspects. Ce sera en compagnie de Sana Dardir, chef du pôle communication à la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Ensuite, en seconde partie de l'émission, retour sur les chiffres publiés par l'OCDE sur les montants de l'aide publique au développement. Quels sont les avantages, mais aussi les inconvénients de ces aides publiques et quelle est la part des dons et celle des prêts dans ces aides au développement? Élément de réponse ce soir avec professeur Fouzi Mourji, professeur d'économétrie à l'université Hassan II de Casablanca. Bienvenue à toutes et à tous. Le souverain a donc donné son feu vert pour le lancement de la 22e édition de l'opération de distribution alimentaire Ramadan 1442. Retour sur les deux dernières éditions avec Ala Benani. C'est parti pour l'opération de distribution alimentaire Ramadan 1442. Initiée depuis 1999, cette opération solidaire de grande envergure s'est inscrite dans la continuité malgré le contexte d'urgence sanitaire. L'opération profitera à 3 millions de personnes, soit 600 000 foyers au niveau national. C'est l'une des plus importantes actions solidaires menées par la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Cette opération, organisée chaque année à l'occasion du mois sacré du Ramadan, est une consécration de la mission première de la Fondation qui est celle d'apporter du soutien et du réconfort aux familles démunies. Cette initiative illustre les valeurs de solidarité, de générosité, d'entraide et de mobilisation qui fondent la société marocaine. Chaque panier est composé de 7 produits alimentaires de base: farine, huile végétale, sucre, lentilles, vermicelles, concentré de tomates et thé, soit 13 000 tonnes au total. Cette 22e édition est en effet marquée par un dispositif de mise en œuvre qui obéit aux dispositions de sécurité édictées par les autorités locales. À cet effet, une logistique spéciale sera déployée en coordination avec le ministère de l'Intérieur afin d'éviter le déplacement des bénéficiaires. En 2020, le coût global de l'opération a nécessité une enveloppe budgétaire de 85 millions de dirhams, soit 15 millions de dirhams de plus qu'en 2019. Et j'accueille à présent depuis Fès par Skype Sana Dardir, chef du pôle communication à la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Bonsoir Sana Dardir, merci d'être avec nous. Bonsoir Khadija, Ramadan Moubarak Saïd à vous et à tous les Marocains d'ici et d'ailleurs. Merci à vous également. Que pouvez-vous nous dire sur cette première journée de la 22e édition de l'opération Ramadan? Bien, écoutez, donc Sa Majesté Mohamed VI l'Ansura a effectivement donné ses instructions bien en amont parce qu'en fait l'opération se prépare 4 à 5 mois à l'avance, mais en tout cas cette première journée avec le premier jour de ce mois sacré s'est passé dans de bonnes conditions. Le reportage, je disais tout à l'heure, l'opération de soutien alimentaire Ramadan est une opération de grande envergure parce effectivement elle couvre tout le territoire national. Donc le coup d'envoi a été donné un petit peu partout aujourd'hui à travers les grandes villes, que ce soit dans les zones urbaines, semi-urbaines ou dans les zones rurales. Et donc aujourd'hui à Fès, nous avons pu distribuer à peu près 1400 paniers alimentaires, que ce soit au niveau de la ville, et nous avons été également au niveau de Ouled Sidi Taïb pour distribuer les paniers alimentaires au niveau d'une zone rurale. En tout cas, l'opération jusqu'à maintenant, elle se passe dans de bonnes conditions. Alhamdulillah. L'opération Ramadan 1442, on vient de le suivre. On a suivi les chiffres de l'année dernière, ceux de 2019. Clairement, l'enveloppe budgétaire qui a été allouée à cette opération est en hausse entre 2019 et 2020. Que pouvez-vous nous dire sur les chiffres pour l'opération de 2021, donc, ou 1442?
Donc oui, effectivement, l'année dernière, vu le contexte de la pandémie et sur instruction de Sa Majesté, la Fondation a évidemment élargi la couverture des bénéficiaires. L'objectif était effectivement de pouvoir maximiser ou en tout cas apporter davantage d'aide aux personnes qui étaient impactées par les effets de la pandémie. Et en particulier, j'insiste sur ce point, nous restons dans notre cible, c'est-à-dire que nous avons élargi cette couverture auprès des familles les plus démunies, celles qui sont portées par des femmes veuves, par des personnes âgées ou par des personnes à besoins spécifiques. Et donc nous avons élargi la couverture géographique de 530 000, je pense, à 600 000 foyers. Nous avons maintenu également cette année cette couverture géographique, toujours dans ce contexte de l'épidémie, donc en espérant alléger en tout cas le poids des besoins alimentaires qui sont nécessaires pour ce mois du Ramadan. Très bien. Et deuxième mois de Ramadan et deuxième opération Ramadan avec bien sûr la pandémie. Alors côté logistique, est-ce qu'on peut dire qu'après l'opération Ramadan 1441, eh bien la machine est rodée et que côté logistique, cela se passe un peu comme l'année dernière ou même voire mieux? Oui, effectivement, nous avons maintenu le même dispositif opérationnel de remise, en tout cas, des paniers alimentaires auprès des familles. C'est vrai qu'à l'effet d'expérience de l'année dernière, mais quand il y a un risque quand même sanitaire, le déroulement je dirais que les conditions sont bonnes, elles ont été réunies, mais on reste quand même très pointilleux par rapport aux mesures. Donc effectivement, cette année, on a réitéré le dispositif sanitaire, donc avec les mesures de prévention du risque, notamment tout ce qui a trait à la désinfection des entrepôts où sont justement stockés les produits, l'acheminement entre les entrepôts et les sous-entrepôts, donc au niveau des véhicules de transport, eux aussi sont désinfectés. Il y a une réduction des effectifs des personnes qui ont été impliquées au niveau du terrain. Et puis bon, surtout, évidemment, on ne cessera pas de le rappeler, la distanciation sociale, le port du masque qui sont obligatoires. Tout cela se fait avec le concours de nos partenaires, on va dire de toutes les éditions, mais les plus importants quand même sur le terrain étant le ministère de l'Intérieur avec les autorités locales, la gendarmerie royale, l'entraide nationale, la promotion nationale. Sans eux, sincèrement, il serait difficile d'organiser cette opération dans les meilleures conditions. Mais les protocoles est respecté, et le plus important en fait, c'est que la remise du panier alimentaire se fait en porte-à-porte. C'est-à-dire que les populations, les foyers ou les familles ne se déplacent pas, et on est vraiment dans ce qu'on appelle une opération de proximité à grande échelle. Très bien. Opération à grande échelle aussi. Parlez-nous à présent, Sanader, du reste des actions et opérations de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Oui, tout à l'heure, vous avez parlé de plan de continuité, de maintien de l'activité. Bon, il est vrai que pendant l'année 2020, l'activité sur certains projets ou certains programmes par la force des choses, s'est ralentie, ça c'est évident, mais il y a quand même des programmes qui sont importants, surtout dans ce contexte de pandémie, que nous avons maintenu, même si le rythme a diminué quelque peu. Il s'agit notamment du programme d'insertion par les activités économiques. Et ce programme, en fait, il a été pour nous assez primordial, parce que, comme son nom l'indique, il s'inscrit dans ce qu'on appelle l'insertion économique et il s'adresse essentiellement aux jeunes démunis porteurs de projets. Il a été lancé en 2017
Il a pu couvrir 1740 créations ou développement d'activités économiques avec un budget qui avoisine à peu près les 90 millions de dirhams. Mais pour l'année 2020 et pour 2021 également, on s'est focalisé sur les petits porteurs de projets de manière justement à pouvoir apporter une aide ou en tout cas donner les moyens aux jeunes qui sont au chômage ou qui ont perdu leur emploi et issus des milieux défavorisés puissent justement s'inscrire dans une dynamique positive et créer ou en tout cas développer même petite activité génératrice de revenus, mais en tout cas qui puisse leur apporter quand même une valeur pendant cette période assez difficile. Nous avons également lancé un nouveau programme de soutien et d'accompagnement des coopératives, toujours dans cette même logique de renforcer un petit peu la résilience économique auprès des petits acteurs ou en tout cas tous ceux qui seraient touchés par les effets de la pandémie, en nous reposant néanmoins cette fois-ci sur les résultats que nous avons enregistrés au niveau du marché solidaire de l'Oasis, qui à jour d'aujourd'hui accueille quand même plus de 350 coopératives à dominante féminine. Donc là, on est parti de cette expérience et on a élargi un petit peu l'accompagnement que l'on fait avec les coopératives de façon à pouvoir les accompagner là aussi à grande échelle sur le territoire national. Bien sûr, en 2020, nous avons commencé avec 3 régions. Donc Casablanca, Stade, Rabat Salé Kenitra et Bnimla Al-Khnefra. Et à partir de 2021, donc, nous allons toucher de nouvelles régions. Et l'objectif étant justement de pouvoir mettre à niveau ces petites structures qui n'ont pas les moyens, de les aider à développer leur outil de production, à valoriser les produits et surtout avoir accès à des marchés pour la distribution et la commercialisation, notamment à travers le marché solidaire de l'Oasis. Merci beaucoup. Merci Sana Dabdir, chef du pôle communication à la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Voilà, c'est la fin de la première partie. Passons à présent à la seconde partie de questions écho. L'aide publique au développement a atteint un niveau record en 2020 selon l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE. Ceci dit, ce soutien financier ne représenterait qu'un pourcentage très faible du montant des plans de relance des puissances mondiales. Plus de détails dans ce récit de Ala Benahi. 1% seulement du montant de leur plan de relance, c'est ce que les pays développés ont déboursé en aide au développement en 2020. Toutefois, cette aide a augmenté de 3,5%, atteignant ainsi un niveau inégalé, Covid-19 oblige. Ainsi, selon l'Organisation pour la coopération et le développement économique, il s'agit d'un montant global de 161 milliards de dollars. Dans le détail, les États-Unis demeurent le principal donateur avec 35,5 milliards de dollars, devant l'Allemagne avec 28,4 milliards de dollars et le Royaume-Uni avec 18,6 milliards de dollars. L'OCDE a par ailleurs affirmé que les 3/4 de l'aide provient des pays du G7, soit 76% de l'aide publique totale. Pour sa part, l'Agence française de développement a indiqué avoir donné environ 2,2 milliards d'euros en 2020 pour les dépenses de santé. Au total, l'AFD a engagé 12,1 milliards d'euros l'an dernier. Enfin, quant à l'Union européenne, elle a également fait un effort significatif en 2020 d'après l'OCDE. Le montant de son aide a connu une hausse de 25%. Et j'ai à présent le plaisir d'accueillir depuis Casablanca par Skype professeur Fouzi Morji, professeur d'économétrie à l'université Hassan II de Casablanca. Bonsoir professeur Fouzi Morji, merci d'être avec nous. Bonsoir Madame Ihsan, c'est un plaisir. Alors, avant peut-être de parler des détails de ces aides au développement, de ces aides publiques au développement, peut-être commençons-nous par définir ce que c'est que l'aide publique au développement. Professeur Morji. Bien, alors en fait, l'aide publique au développement est constituée en partie de dons proprement dit, d'une part, et d'autre part de prêts dits concessionnels. Et si vous permettez quelques mots sur cette idée, sur ce concept, concessionnel, ça veut dire qu'ils sont
avantageux dans le sens où le taux d'intérêt qui est pratiqué est plus bas que celui du marché, entendant par la commerciale, et d'un autre côté, c'est une dette qui a un caractère subordonné au remboursement de la dette senior, de la dette principale. Moralité, normalement, quand un pays bénéficie de prêts concessionnels, ça veut dire qu'il améliore ses capacités de financement extérieur, puisque les bailleurs savent, les bailleurs commerciaux j'entends, savent qu'ils vont être remboursés en priorité avant ceux qui sont les prêts donnés dans le cadre de l'aide publique. Maintenant, il ne faut quand même pas oublier que, comme il s'agit de prêts, ils sont remboursables avec des intérêts, et donc des intérêts qui se cumulent, et donc ils représentent quand même à terme une charge pour les États. Et si vous voulez, pour être plus précis, il est bon de dire ou de mentionner que dans l'aide publique au développement, les dons représentent statutairement un niveau supérieur ou égal à 25%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, de l'autre côté, que les prêts peuvent aller jusqu'à 75%. Et d'ailleurs, ces prêts soulèvent le problème de l'acuité de leur utilisation. Dans d'autres termes, le retour sur investissement. Parce que mieux on les utilisera, plus ça sera plus facile à rembourser, donc ça constituera moins une charge. Après, je voudrais donner quelques repères, si vous permettez, mais si vous avez une question urgente, je l'écoute. Alors, urgente, pas vraiment, mais peut-être revenir sur les raisons de la hausse de ces aides publiques au développement pour l'année 2020. Bien sûr, il y a l'aspect de coronavirus, mais il y a aussi ces pays donateurs qui étaient en crise. On parle d'une récession à deux chiffres dans la plupart des pays européens. Pareil pour les États-Unis, autour de 5%. Alors, malgré ces récessions, ces pays ont continué à donner, voire à prêter, comme vous venez de le souligner. Donc, pourquoi ont-ils continué à aider? Je vous remercie. Je vais essayer d'aller vite. Je tenais quand même à faire donner quelques repères pour donner un aperçu à tout le monde sur l'importance de l'aide publique au développement. En quelques mots. D'abord, la valeur de l'aide publique au développement est inférieure à la valeur des transferts que font les travailleurs à l'étranger. Et ceci pour l'ensemble des pays. Ces derniers transferts représentent quelque chose comme 9% du PIB. D'un autre côté, si on veut donner un ordre de grandeur dans le cas du Maroc, ça tourne autour de 1,5 à 1,9 milliard de dollars en période normale, c'est-à-dire avant la crise. Maintenant, je voudrais quand même, encore une fois, pour nuancer, si l'aide publique au développement, c'est un mot, mais il ne faut pas oublier que dans la réalité, les flux nets de capitaux sont négatifs au détriment des pays du Sud. En d'autres termes, les pays du Sud, y compris l'aide publique dont ils bénéficient, ils envoient plus de fonds au Nord qu'ils n'en reçoivent. Et pour comprendre pourquoi le Sud finance plus le Nord que le Nord ne finance le Sud, il faut savoir que les capitaux qui vont du Sud vers le Nord prennent plusieurs formes. D'abord, il y a le remboursement de la dette avec des intérêts capitalisés. Deuxièmement, il y a les dividendes des entreprises étrangères du Nord qui sont installées dans le Sud et qui rapatrient leurs gains. Absolument. Il y a également le paiement des brevets inhérents au transfert de technologie, mais je crois qu'il est bon peut-être aussi de revenir sur le flux de capital humain, c'est-à-dire les jeunes, le brain drain, les jeunes qui partent du Sud vers le Nord, avec un potentiel du capital humain doté en bon capital humain et qui vont accroître la productivité des pays du Nord. Ce sont en fait des cadeaux que le Sud fait au Nord. Et à propos des transferts des travailleurs à l'étranger, il ne faut pas oublier que s'ils font des transferts, c'est qu'ils gagnent des salaires là-bas. Mais sur la valeur ajoutée qu'ils produisent, il y a une partie qui est transférée effectivement, mais le reste profite en EBE, excédent brut d'exploitation, en impôts, voire en cotisation sociale pour les pays qui reçoivent ces travailleurs. Moralité,
je voudrais quand même encore une fois nuancer pour dire que le Sud finance plus le Nord que le Nord ne le fait. Je vais venir, bien que j'avais d'autres observations à faire, je vais venir à votre question directement. De mon point de vue, il y aurait deux grandes idées. La première est que la situation étant plus grave dans les pays du Sud, au même titre que quand on analyse la situation à l'intérieur des pays, les couches pauvres ont été plus impactées, en plus pâties que les couches aisées. Pareil, les pays du Sud ont souffert, ont été davantage frappés par la crise que les pays du Nord. Moralité, effectivement, il y a eu une augmentation de 3,5% en termes réels en 2020 par rapport à 2019 de cette aide publique, 161 milliards, dont 12 milliards seulement, c'est-à-dire 7% destinés aux actions liées au Covid. Maintenant, la deuxième raison, de mon point de vue, serait, j'allais dire au même titre que les premiers arguments que j'ai essayé de développer, liés à un intérêt propre aux pays eux-mêmes. En d'autres termes, les prêts qui sont consentis aux pays du Sud dans le cadre de cette aide, c'est quand même un placement moins risqué. Et d'une certaine manière, il faut comparer les alternatives, les placements auprès du secteur privé qui restent, même dans les pays du Nord, marqués par beaucoup d'incertitudes. Il n'y a qu'à voir, si vous voulez, le fait que l'État français s'endette actuellement à des taux d'intérêt négatifs. Pourquoi ? Parce que c'est un placement sûr. Et dans cet esprit, ces placements-là qui ont augmenté, ça serait peut-être un arbitrage en termes de risque et en termes de diversification. Très bien, vous avez parlé d'accompagnement Covid. Oui. Oui. Les 12%, oui. Sur les 161 milliards que votre collègue a mentionnés dans la présentation du thème, qui correspondent effectivement à 3,5 d'augmentation, nous, de notre côté, on a relevé qu'il y a 12 milliards seulement qui sont destinés à soutenir les pays par rapport à la crise sanitaire. Alors, revenons justement sur cet aspect avantages et inconvénients. Vous avez soulevé cette question et cet aspect relatif aux prêts, n'est-ce pas? Parce qu'on l'oublie souvent, parce que quand on entend aide publique, on a l'impression que ce sont des dons, mais pas du tout. Si on revenait avec vous sur justement les points positifs et peut-être même quelques-uns négatifs par rapport à l'endettement, notamment de ces pays pauvres déjà lourdement endettés, et cet apport finalement de l'aide publique, et aussi par rapport à cette valeur ajoutée qu'elle crée, comme vous le disiez il y a quelques instants. Je vous remercie. En fait, oui, vous avez raison. Il y a des aspects positifs dans ce mécanisme. Alors, de mon point de vue, ces aspects positifs se situent au niveau des conditionnalités. Puisque, il y a d'abord, entre parenthèses, il y a un repère objectif pour pouvoir bénéficier de ces aides. Le repère objectif en question, c'est le PIB par tête pour identifier les pays qui les reçoivent. Maintenant, les conditionnalités sont telles qu'elles requièrent, pour que les pays puissent y accéder, on leur demande de réaliser un certain nombre de réformes, et souvent c'est suivi avec suffisamment de rigueur. Et d'un autre côté, on leur demande d'améliorer la gouvernance de la gestion de cette aide. Alors là, c'est peut-être moins certain. En tout cas, ce sont les aspects positifs que personnellement j'aimerais relever, puisque ça prélude à une meilleure utilisation, à une efficience de l'utilisation des fonds publics. Puisque, in fine, une fois que ça rentre dans le pays, ça devient des fonds publics, et ça peut avoir des externalités positives sur les recettes fiscales, par exemple, ou autres, les autres ressources que les États peuvent avoir. Maintenant, il y a des conditions qui sont moins intéressantes, c'est lorsque les aides, entre guillemets, sont assorties de préférences pour les fournisseurs des services originaires des pays donateurs. C'est ce qu'on appelle l'aide liée. En d'autres termes, ça introduit une concurrence déloyale, puisqu'on va dire aux gens,
pour utiliser cet argent, vous allez vous appuyer ou autre, on va configurer les termes de référence de manière à ce que ce soit les fournisseurs de services des pays donateurs qui puissent y avoir accès. Maintenant, vous savez qu'il y a l'aide bilatérale et l'aide multilatérale. Et à titre d'exemple, l'aide bilatérale est de 45% constituée de prêts, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, au secteur public des pays les moins avancés, 10% dans le cas des institutions multilatérales. Très bien. Merci beaucoup, professeur Fawzi Morji, professeur d'économétrie à l'Université Hassan II de Casablanca. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, c'était un plaisir. Tout le plaisir fut le nôtre. Voilà, c'est la fin de Question Écho. Très bonne soirée à toutes et à tous.